Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au début de ce millénaire, un institut américain publiait une liste de problèmes mathématiques non résolus, promettant à ceux qui seraient capables de les résoudre une récompense d'1 million de dollars. Il faudrait appliquer ce système de concours à la science politique pour tenter d'en élucider une des notions les plus fuyantes, à savoir qu'est-ce que le populisme. Non pas que personne n'ait trouvé le moyen de répondre à cette question, bien au contraire, c'est la profusion de réponses qui rend sa définition insaisissable. Et plus le populisme progresse, plus le mystère s'épaissit. S'agit-il d'un style, d'une idéologie, d'un instrument de conquête ou d'exercice du pouvoir? Est-il plutôt de droite ou plutôt de gauche? Fait-il courir un risque à la démocratie ou bien la régénère-t-il? Question qui continue d'être débattue. Il existe néanmoins un socle à partir duquel penser le populisme, et ce socle, c'est le peuple. Le populiste revendique un lien direct avec celui-ci, il affirme comprendre mieux que les autres ce que veut le peuple et être le mieux placé pour répondre à ses attentes. Alors, ses succès répétés dans les urnes lui donnent-ils raison ou tort? Le populisme est-il proche du peuple? Eh bien, c'est la question que nous allons poser ce soir à deux invités. À commencer par vous, Alain de Benoît, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, philosophe, théoricien de la Nouvelle Droite, ce qui nous renvoie quelques années en arrière. La Nouvelle Droite qui était incarnée par le GRES, le Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, dont vous avez été un des créateurs à la fin des années 60. Vous êtes aujourd'hui un des animateurs des revues Éléments, qui propose Marcel Gauchet en une de son dernier numéro, la revue Crisis. Et vous publiez aux éditions Pierre-Guillaume Deroux Le moment populiste, droite-gauche, c'est fini. Pour discuter avec vous, Éric Fassin, bonsoir. Bonsoir. Sociologue, professeur à l'université Paris 8 Vincennes. Vous vous situez, on va dire, vous positionnez à contre-courant d'un mouvement qui tendrait à considérer que le clivage droite-gauche est obsolète, puisque vous vous revendiquez en tout cas clairement de gauche. Vous avez publié en 2014, Gauche, l'avenir d'une désillusion. Je le cite parce que on risque d'en reparler dans la discussion de ce soir. Et votre toute dernière parution, qui n'est pas encore parue d'ailleurs, ça sera le 1er mars aux éditions textuelles, Populisme, le grand ressentiment. Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families. Yo tengo la impresión, señor dictador imperialista, que usted va a vivir el resto de sus días con una pesadilla, porque por donde quiera que vea, vamos a surgir nosotros. A magyarok sorsa úgy összefonódott Európa népeivel, úgy belenőtt a közös unióba. Vengo a informarles que el pueblo boliviano, por primera vez en la historia de mi país, aprueba una nueva constitución política del Estado boliviano con su voto. Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι η πατρίδα μου έχει μετατραπεί τα τελευταία 5 χρόνια σε ένα πειραματικό εργαστήρι λιτότητας. Το πείραμα όμως πρέπει όλοι να παραδεχθούμε ότι δεν πέτυχε. Je suis heureux d'être entouré d'hommes et de femmes dont le premier point commun est notre attachement viscéral et définitif à la France, à notre nation, à notre patrie. Alors, je ne sais pas si vous aurez reconnu l'ensemble des dirigeants qu'on vient d'entendre. Je vous les donne dans l'ordre de leur apparition. Donald Trump, Hugo Chavez, Viktor Orban, Evo Morales, Alexis Tsipras et Nicolas Sarkozy. Ce sont des noms que j'ai puisés dans votre ouvrage, Alain de Benoît, lorsque vous expliquez que le populisme est devenu un mot fourre-tout et que beaucoup de personnalités politiques peuvent répondre à cette appellation. Est-ce qu'en entendant d'abord ces noms, alors je ne vais pas vous demander s'il y a un intrus puisque vous les citez vous-même, mais ça permet déjà d'esquisser une définition de ce que serait, si ce n'est le populisme, en tout cas le populiste. Ben, il n'y a pas d'intrus, mais il y a beaucoup d'exclus, puisque évidemment l'étiquette populiste a été décernée une quantité industrielle de mouvements, de dirigeants, etc., ce qui explique son côté polysémique ou polymorphe. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de spécialistes disent c'est insaisissable, on n'arrive pas à le définir. Moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'autres notions comme société, communauté, république, démocratie, dont on a donné des formulations diverses et variées, ce qui n'a jamais empêché de chercher à les définir.
Alors, pour comprendre un peu le populisme, on est obligé de partir, je dirais, de grandes banalités. Hein. Tout le monde sait, les sondages le montrent, que depuis 20-25 ans, sinon plus, on assiste à la montée d'une vague déferlante, d'une sorte de tsunami de défiance de la part du peuple, entre guillemets, des couches populaires, envers les élites, qu'elles soient politiques, financières, médiatiques ou autres. Et que tout cela s'est cristallisé par des mouvements que, après avoir hésité pendant un certain temps, on a déclarés populistes. Alors, ces mouvements populistes, je dirais, de quoi s'agit-il? La définition, à mon sens, minimum, c'est un nouveau mode d'articulation de la demande politique et sociale qui émane ou est censé émaner du peuple ou de ceux qui parlent en son nom, face à une offre politique venue d'en haut qui est jugée comme périmée ou insupportable. Éric Fassin, pourriez-vous vous retrouver sur cette définition à minima? Et pour revenir aussi sur ces extraits qu'on vient d'entendre, est-ce que vous accepteriez de considérer que tout ce qu'on a entendu, on a essayé d'équilibrer entre la droite et la gauche, hein, droite-gauche, relève du populisme? La liste de noms qu'on vient d'entendre, elle valide apparemment la thèse selon laquelle on pourrait mettre dans le même sac, en quelque sorte, un populisme de droite et un populisme de gauche. C'est-à-dire qu'il y aurait Chavez d'un côté et Orban de l'autre, qu'il y aurait Tsipras d'un côté et Trump de l'autre. Or, je crois que cette thèse, elle est l'enjeu même de mon essai, c'est-à-dire j'essaie de critiquer ce qui est à la fois une illusion, à mon sens, mais aussi un danger. Parce que si on considère que tout ça, au fond, c'est la même chose, on a la conclusion qui est contenue dans le titre du livre d'Alain de Benoît, c'est-à-dire droite-gauche, c'est fini. Puisque le populisme, en quelque sorte, serait un dénominateur commun. Or, à mon sens, il n'y a pas de dénominateur commun au populisme. Je compare à la formule de Wittgenstein, c'est-à-dire, au fond, c'est une famille de familles. Derrière ce substantif, eh bien, il n'y a pas une substance. Le populisme, c'est un mot, mais ça ne veut pas dire que c'est un concept. Je crois qu'il est souvent utilisé en jouant de cette ambiguïté entre le mot et le concept. Or, à mon sens, c'est dangereux parce que toute l'explication en découle. Lorsque, par exemple, dans le livre d'Alain de Benoît, on voit les causes du populisme, eh bien, on va voir en premier l'immigration. C'est la première des trois causes, il y a ensuite l'Europe et il y a ensuite la mondialisation. De toute évidence, ça marche moins bien pour beaucoup des populistes qu'on vient de nommer, et en particulier, d'ordinaire, si l'on pense à Tsipras, ou si l'on pense en France à Mélenchon, ou si l'on pense à d'autres encore de gauche, l'immigration, au contraire, c'est un clivage entre ces populistes de droite et ceux qu'on qualifie parfois de populistes de gauche. Alors, Alain de Benoît, justement, qu'est-ce qui vous permet, vous, d'avancer cette idée que le populisme transcenderait les clivages traditionnels entre la droite et la gauche, et d'écrire notamment ceci? Alors, il y a quelques phrases que j'ai relevées, mais vous écrivez notamment « La motivation identitaire est indissociable de la question sociale » pour justement expliquer le fait qu'il n'y aurait plus de clivage droite-gauche. Alors là, c'est une citation un peu sortie de son contexte. Comme toutes les citations. Bien sûr, c'est un commentaire d'une thèse de Christophe Guilluy dans ses travaux sur la France périphérique et qui, sur le terrain, fait le constat que vous rapportez. Maintenant, qu'est-ce qui m'autorise à parler du populisme comme un phénomène global? C'est d'abord que tous les chercheurs en sciences politiques se sont engagés dans cette voie depuis les travaux pionniers de Margaret Donovan dans les années 60 et plus récemment les travaux de Guy Hermet, de Marco Tarqui, de Vincent Coussedière et de bien d'autres. Qu'il y ait des différences souligné par Éric Fassin, c'est l'évidence même. On peut faire une typologie dans laquelle on va mettre telle catégorie de populisme, etc. Ce qui est important de voir, c'est que cette diversité même permet de réfuter une erreur faite par certains, à mon sens, qui est de considérer le populisme comme une idéologie. Ce n'est pas une idéologie, c'est plus un style, c'est plus, comme je le disais tout à l'heure, un mode d'articulation de nouvelles formes de demande politique et sociale qui peut a priori se combiner avec à peu près toutes les idéologies, d'où ces différences. Mais
même si tout cela complique la chose, Wittgenstein disait aussi, dont on ne peut rien dire, il faut le taire, il n'empêche qu'il y a des dénominateurs communs. Et le dénominateur commun, c'est que ces mouvements, avec toutes leurs particularités, attirent vers eux des électeurs qui se détournent des partis classiques, dits partis de gouvernement. Avec, dites-vous, une forte capillarité entre la gauche, la droite, oui, enfin, voilà, des mouvements. C'est un autre aspect des choses. C'est très intéressant de voir que dans quantité de pays, la montée de ces mouvements qu'on appelle populistes a entraîné déjà une transformation totale du paysage politique. En Italie, le Parti communiste et la démocratie chrétienne, c'est déjà de l'histoire ancienne. En Grèce, la montée de Tsipras et de Syriza a éliminé le PASOK. On voit bien qu'en Italie, il se passe des choses un peu comparables, également en Espagne avec Podemos. La dernière élection présidentielle autrichienne s'est jouée entre un écologiste et un populiste. Là aussi, les deux partis ont été éliminés. Et n'oublions pas qu'en France même s'il est très difficile de faire des pronostics sur la prochaine élection présidentielle, on peut imaginer sérieusement une situation où se retrouverait face à face au second tour aucun des deux grands partis qui se sont partagés le pouvoir pendant 30 ans. Donc ça serait, si ça se confirmait bien sûr, un véritable tournant historique. Éric Fassin. Je crois que le débat que nous avons n'est pas un débat théorique, c'est un débat politique. C'est-à-dire qu'il y a deux manières en ce moment de regarder la scène politique. L'une qui veut faire advenir une différence entre la droite et la gauche, et une autre qui, au contraire, veut la faire disparaître. Donc, je crois que, pour ma part, très clairement, je pense qu'il est important pour la démocratie qu'il y ait une opposition entre la droite et la gauche. Parce qu'il est important qu'il y ait une alternative. À mon sens, c'est tout l'enjeu de la critique du néolibéralisme. Le néolibéralisme, depuis des années, nous explique qu'il n'y a pas d'alternative et nous avons fini par le croire plus ou moins, et je crois que ce qui se passe autour du populisme en est le symptôme. Mais cette critique du néolibéralisme, elle est justement portée par des populistes de gauche et par des populistes de droite, Éric Fassin. Est-ce qu'on peut considérer véritablement que Trump est un adversaire résolu du néolibéralisme ? La manière dont il a recruté son cabinet et la manière dont il a été salué par Wall Street permet de penser que ce n'est pas le cas. Est-ce que on peut penser que les gens qui, en Turquie, soutiennent le président Erdogan, c'est par refus du néolibéralisme ? Je ne crois pas. Donc l'idée que le populisme serait l'ennemi du néolibéralisme, je crois qu'elle est démentie par beaucoup d'exemples. Ça dépend, comme le reste. Et en particulier, on peut penser que avant les travaux de Laclos et Mouffe, qui se fondent sur ce moment qui était le moment, disons, du social-libéralisme avec Tony Blair, il y avait les travaux de Stuart Hall qui portaient sur le moment Thatcher, et Thatcher était considérée par Stuart Hall pas simplement comme une néolibérale, mais comme une néolibérale populiste. Donc je crois qu'il est important de ne pas prendre pour argent comptant l'idée que les populistes sont contre le néolibéralisme. C'est démenti, me semble-t-il, empiriquement par beaucoup d'exemples dans le passé et dans le présent. Donc vous dites, Éric Fassin, le populisme ne peut pas être une réponse pertinente, enfin en tout cas, à la critique du néolibéralisme. Or vous, Alain de Benoît, vous fondez quand même effectivement votre démonstration sur l'idée que ce qui unit, on va dire, les populistes, c'est justement ce rejet du néolibéralisme, parce que les gouvernements qui se sont succédés, notamment en France, de droite comme de gauche, ont fini par appliquer à peu près la même politique, qui est une politique libérale, et que le populisme s'oppose à cela et entend cette critique. C'est vrai dans beaucoup de cas, mais Éric Fassin a raison. Dans d'autres cas, ce n'est pas le cas. L'affaire Trump, j'en profite pour dire que, à mon avis, Éric Fassin, qui connaît bien, je crois, les États-Unis, privilégie un peu trop l'exemple Trump par rapport au populisme européen, parce que le système politique américain est quand même très très particulier. Mais je suis tout à fait d'accord pour dire que Trump n'est certainement pas un ennemi du néolibéralisme, et c'est la raison pour laquelle je distingue très rigoureusement le phénomène Trump, c'est-à-dire ce qui a permis son élection, et le personnage Trump, même chose pour Erdogan et quelques autres. Maintenant, il y a l'autre aspect de ce que disait Éric Fassin, c'est-à-dire que il est important de ne pas perdre de vue qu'il existe une droite et une gauche. Le problème, c'est que
D'abord, quand on dit ça, il faut évidemment donner une définition minimale. Qu'est-ce que c'est pour vous la gauche? Qu'est-ce que c'est pour vous la droite? Et alors là, on rentre dans des discussions byzantines. On a déjà du mal à définir le populisme. Qui pourraient nous emmener jusqu'à demain matin. Deuxièmement, il y a le fait qui nourrit précisément le populisme, c'est que les gens voient de moins en moins la différence entre la droite et la gauche. Ils voient des gouvernants de gauche faire une politique de droite, on vient de le voir, des gouvernements de droite faire une politique de gauche. Vous avez aujourd'hui, comme les familles sociologiques tendent à se dissoudre, des gens qui ont voté alternativement pour un peu tous les partis, en étant toujours d'ailleurs perpétuellement déçus. Et c'est évidemment cela qui redonne un certain élan au populisme et qui amène à virer tous ces partis de gouvernement qui prétendent proposer des alternatives au nom de la droite ou au nom de la gauche et ne résolvent jamais aucun problème. Éric Fassin, est-ce qu'on ne peut pas mettre au crédit du populisme que d'avoir été capable de détecter, peut-être avant d'autres mouvements politiques plus traditionnels, la perception qui peut être celle d'une part de plus en plus importante des électeurs, justement, de ce gommage des clivages. Même si ces clivages existent encore, ils ne sont peut-être plus perçus de la même manière qu'ils l'étaient auparavant. Et le populisme, justement, a réussi à capter cette perception-là. L'illusion du consensus dont parle Chantal Mouffe, c'est un point sur lequel, je crois, tout le monde sera d'accord et en substance, et c'est ce que j'avais essayé de développer dans le petit livre dont vous rappeliez la parution en 2014 sur Gauche, l'avenir d'une désillusion. Donc oui, bien sûr, en France, on ne peut pas dire effectivement que les gouvernements successifs sous François Hollande aient contribué à faire croire aux gens qu'il existe une différence entre la droite et la gauche. De même, on peut penser que si Hillary Clinton a été battue aux États-Unis, c'est au moins en partie, parce que le Parti démocrate, et en particulier la ligne qu'après Hillary Clinton a incarnée, est une ligne néolibérale et une ligne qui n'est pas particulièrement de gauche en matière économique. De même pour l'Angleterre de Tony Blair, etc. Donc là-dessus, nous sommes d'accord. Donc le populisme, ça peut être une sorte d'alerte, c'est ça? C'est-à-dire de dire attention, voilà ce qui se passe, mais pas forcément une réponse adaptée aux problèmes qui sont soulevés. À partir du moment... Vous dites vous-même que l'une des causes de l'échec de Hillary Clinton aux États-Unis, c'est la dérive néolibérale du Parti démocrate. Absolument. Je n'ai aucun doute là-dessus, et de même que en France ou dans bien d'autres pays. Absolument, sur ce point, il n'y a pas de désaccord. Si Trump, effectivement, n'est pas un grand adversaire du néolibéralisme, Mélenchon ou Pablo Iglesias en Espagne l'est tout à fait. Mais je crois qu'effectivement, il est important de se poser la question. Dans quelle mesure est-ce que c'est un symptôme de l'effacement de cette disparition, ou dans quelle mesure c'est une arme pour combattre cette disparition? Si on est en train de dire il n'y a plus de différence entre la droite et la gauche, donc il faut la faire exister, c'est le point de vue que je défends. Ou bien si on dit il n'y a plus de différence, donc il faut se tourner vers un populisme qui permettra de dire que l'opposition droite-gauche c'est fini. Ce sont deux postures politiques radicalement différentes, mais qui engagent ensuite des interprétations de ce qui est en train de se passer. La seconde posture n'est pas la mienne. Oui, alors justement, quelle est votre posture, Alain de Benoît? J'allais vous poser la question, c'est-à-dire, quand on lit votre livre, finalement, vous faites un diagnostic, mais vous n'apportez pas de réponse à la question qui serait la suivante, c'est-à-dire, est-ce que, finalement, le populisme ou les mouvements populistes sont les mieux à même de répondre aux questions qu'ils soulèvent? Là, j'ai envie de dire, vous vous mouillez pas vraiment là-dessus. Il faut d'abord, pour ceux qui nous écoutent, dire qu'il y a une certaine asymétrie entre ma démarche et celle d'Éric Fassin, qui n'est pas seulement une asymétrie d'opinion, bien sûr. Moi, j'ai fait un livre qui vise, grosso modo, à répondre à la question qu'est-ce que c'est que cet objet politique non identifié qu'on appelle le populisme? Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'idée plus précise sur son utilité. D'accord. Attendez, je vais y revenir. On est d'accord avec l'analyse que je propose, on n'est pas d'accord, mais l'objet du livre, c'est celui-là. L'objet du livre d'Éric Fassin, tel que je l'ai compris, est un peu différent. C'est un discours d'un homme de gauche qui s'adresse à des partis de gauche et qui les met en garde contre ce qu'il considère être une illusion, c'est-à-dire le populisme de gauche. Et là, sont directement visés Chantal Mouffe, Ernesto Laclao, Mélenchon, qui est explicitement cité, sans doute aussi des gens qui ne sont pas cités, comme Christophe Guilluy ou Jean-Claude Michéa. Que je ne classerai pas forcément à gauche.
Oui, enfin, ils ne sont pas non plus vraiment à droite. Hein. Ça veut dire que pour vous, votre livre, c'est un livre apolitique, c'est-à-dire de quelqu'un qui... Non, c'est pas un livre apolitique, mais ma posture n'est pas de dire droite et gauche ne veulent plus rien dire, donc il faut soutenir le populisme. C'est de dire le populisme s'explique en partie parce que des droites et gauches qui, au cours de l'histoire, ont eu des contenus très souvent différents, aujourd'hui ne constitue plus un clivage opérationnel pour analyser les clivages fondamentaux, précisément. Hein, c'est-à-dire que le clivage droite-gauche, plus personne ne sait vraiment l'expliciter, tandis que le clivage couche dominée, victime de la mondialisation, élite urbanisée, profitant de la mondialisation, c'est quelque chose que les gens comprennent beaucoup mieux. Éric Fassin, puisque vous vous êtes lu l'un l'autre, est-ce que dans le livre d'Alain de Benoît, vous voyez une analyse qui donnerait un certain crédit au mouvement populiste, ou bien est-ce qu'on est vraiment dans une asymétrie, comme le disait Alain de Benoît? À mon sens, encore une fois, partir du moment populiste, c'est-à-dire de l'effacement de la frontière entre droite et gauche, c'est ce qui permet d'arriver ensuite à l'idée que droite-gauche c'est fini. Donc, je crois que ça détermine la différence profonde entre nos analyses. Et ça peut vouloir dire que la droite, finalement, ça a fini par s'imposer? Eh bien, je pense qu'en tout cas, la question c'est, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec la constitution d'un populisme de gauche qui est discuté en France et plus largement en Europe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? On est en train de se dire, on ne va pas abandonner le populisme à la droite. Ça veut bien dire qu'on se pose la question d'aller sur un terrain qui est actuellement et depuis longtemps occupé par la droite. En France, on voit bien que c'est la question du Front National. Et que tout le monde s'interroge en se disant comment faire pour regagner ces électeurs qui sont tentés par le Front National, et en particulier ceux des classes populaires. Et c'est là que, pour ma part, je crois qu'il est important, si on veut, comme le propose à juste titre Chantal Mouffe, de rester dans une logique de gauche, eh bien, ce qu'on doit faire, à mon sens, ça n'est pas commencer par ces électeurs-là. Ça n'est pas partir des gens qui votent pour l'extrême droite, c'est partir des gens qui choisissent de ne pas voter pour l'extrême droite. Et en particulier, ça se traduit aujourd'hui, puisque dans le même temps, très souvent, ils sont dégoûtés par la politique telle qu'elle se fait, ça se traduit d'abord par l'abstention. Aujourd'hui, dans des catégories importantes de la population, qui sont précisément celles dont on parle d'ordinaire quand on dit populisme et qu'on parle du peuple, eh bien dans le peuple, dans les classes populaires, il y a d'abord l'abstention. Je crois qu'il faut partir de là, et donc ça me donne la possibilité d'imaginer ce que serait une politique de gauche qui essaie de reconquérir un électorat qui lui échappe, et non pas de se tourner pour lui plaire vers un électorat qui lui est résolument opposé en choisissant l'extrême droite. Alors que ce serait une forme d'électorat qui serait perdu. Je vais juste citer, j'ai cité un extrait du livre d'Alain de Benoît, je vais citer un extrait de votre livre, Éric Fassin. Vous écrivez: une politique de gauche ne saurait se donner pour objet premier de sauver les brebis égarées, qui pourraient bien être des loups. On ne pourra pas transformer le ressentiment en révolte, ni la rancœur en indignation. Ça veut dire que ça, c'est une partie de l'électorat que vous considérez comme irrécupérable? En tout cas, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas commencer par là. Si ces gens veulent se rallier ensuite à une politique de gauche, très bien. Simplement, si on commence par s'imaginer que c'est ce public-là qu'il faut courtiser, eh bien, on finira, sous couvert de populisme de gauche, par développer un discours de droite, voire d'extrême droite. Et ce sera sensible en particulier sur toutes les thématiques d'immigration et d'identité nationale, parce qu'on aura l'impression qu'il faut lutter contre l'insécurité culturelle, qui est un thème repris justement par Christophe Guilluy et par Laurent Bouvet. Je crois qu'il y a là un choix à faire. Est-ce que c'est de là qu'on veut partir, ou au contraire, est-ce qu'on veut partir de ceux qui sont dégoûtés de la politique? Alors, même si ça n'est pas l'objet de votre livre, Alain Benoît, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je trouve ça très intéressant, mais alors trois remarques. Est-ce que vous êtes d'accord? 3 remarques. La première, c'est que dans cette optique, vous rejetez finalement le populisme à droite, au risque d'en faire ce qu'il n'est pas, précisément une idéologie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est recréer une politique de gauche ou refonder une gauche sur la base des abstentionnistes.
honnêtement, ça prête quand même un peu à sourire. Parce ça que fait beaucoup de monde quand même. Hein, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a 40% de gens qui déclarent qu'ils n'iront pas voter à l'élection présidentielle, c'est-à-dire le double de ceux qui n'ont pas voté au premier tour de l'élection présidentielle de 2012. Ça fait du monde. Mais vous expliquez que le peuple n'est pas un, le peuple des abstentionnistes n'est pas un non plus. Il est par définition difficile à cerner entre ceux qui ont voté, ceux qui n'ont jamais voté, ceux qui ont été perpétuellement déçus, ceux que la politique indiffère, etc. Et s'imaginer que si on mobilisait tous ces gens-là, ils se dirigeraient vers la gauche, je crois que c'est quand même une très grande naïveté, d'autant plus que tous les partis essayent de mobiliser les abstentionnistes. Et puis surtout, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait une naïveté à prétendre regagner les électeurs du Front National en leur proposant une politique de gauche? Pourquoi trouvez-vous naïf de vouloir conquérir les abstentionnistes et non pas naïf de vouloir conquérir les électeurs du Front National? Pour une raison simple, c'est que les motivations des abstentionnistes, on les cerne mal. Hein. Même les sondages ne nous permettent pas très bien de savoir ce qu'il en est. Tandis que les motivations des gens qui autrefois votaient à gauche et qui maintenant se retrouvent déportés vers la droite en sorte que le Front National est devenu le premier parti ouvrier de France, ça pose quand même un problème. Pourquoi est-ce que ces gens-là sont partis? Hein, alors, vous faites remarquer à juste titre qu'ils ne votaient pas tous à gauche, c'est surtout vrai d'ailleurs dans le cas des jeunes, mais enfin, il y en avait quand même des électeurs, n'est-ce pas, du Parti Socialiste, du Parti Communiste, qui ont foutu le camp pour savoir pourquoi. Il faut s'interroger sur les raisons. Je trouve que dans votre livre, vous ne nous intéressez pas tellement à ces raisons. Et d'où ma dernière remarque, quand on veut relancer une politique de gauche plutôt que de faire du populisme de gauche, il faut dire en quoi elle va consister, évidemment, cette politique de gauche. En quoi est-ce qu'elle sera de gauche? Or, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, c'est qu'il y a un mot qui n'apparaît pas. Sauf erreur de ma part, il n'apparaît pas une seule fois. C'est le mot capitalisme. Alors, Éric Fassin. Or, une politique de gauche, à mon sens, si on veut véritablement revenir au fondement historique et théorique de la gauche, c'est une politique qui est fondamentalement anticapitaliste. Or, la dérive néolibérale dont nous parlions tout à l'heure, la communion de fractions de plus en plus grandes de la gauche avec le système du marché, la transformation de la gauche en partie des minorités, des droits individuels, etc. Bref, tous ceux qui ont abandonné le désir de révolution pour la révolution du désir, à amener tous ces gens-là à aller chercher ailleurs la défense de ce qui leur paraît, eux, essentiel. On en revient à cette critique qui est formulée à la gauche d'avoir trop privilégié les questions sociétales et pas suffisamment les questions sociales. Éric Fassin. D'abord, la raison pour laquelle je n'utilise pas le terme de capitalisme, c'est parce que j'essaie d'être plus précis en parlant de néolibéralisme pour essayer de pointer la différence qu'il peut y avoir entre néolibéralisme économique et libéralisme économique. Sur ce point, je m'inscris dans le sillage des travaux de la politiste Wendy Brown et aussi du philosophe Michel Ferrer. Donc ça n'est pas un refus de parler de l'économie, c'est une volonté d'en parler de manière plus précise, à mon sens en tout cas, c'est-à-dire en parlant en particulier des logiques particulières qu'entraîne la financiarisation. N'oubliez pas, juste un mot, n'oubliez pas que Wendy Brown utilise le mot libéralisme, et donc néolibéralisme, dans une acception qui n'est pas celle des Européens. Elle se réfère principalement à Foucault, qui est quand même européen, même certes, mais s'il a une influence internationale. Mais qui n'est pas connu pour être un adversaire résolu du capitalisme. C'est en tout cas peut-être le premier auteur qui ait analysé le néolibéralisme, puisqu'il l'a fait en temps réel au Collège de France. Donc je crois qu'en tout cas, puisque vous vouliez suggérer que je ne parlais pas d'économie, je crois que ça n'est pas le cas, et je l'avais déjà fait dans l'ouvrage précédent. Donc la question n'est pas là. C'est d'en parler en des termes un peu différents. Mais d'autre part, la raison pour laquelle, je crois, vous faites cette suggestion, c'est précisément parce que vous voulez mettre en scène, en quelque sorte, l'opposition entre social et sociétal. Or, c'est une opposition que, pour ma part, j'essaie de récuser depuis un certain temps, et pour une raison simple. C'est que quand, en fait, on nous dit que les gens comme moi, qui parlent des femmes, des minorités sexuelles, des minorités raciales, eh bien, ils s'éloignent du peuple, du vrai peuple, des questions de classe et des questions d'économie. Ça me paraît contredit par le fait que, d'abord, dans les classes populaires, il y a beaucoup de femmes, et que très souvent, les réformes économiques, eh bien, elles affectent
les femmes différemment des hommes. Par exemple, lorsqu'on parle des retraites, on sait bien que les femmes sont affectées davantage par les réformes qui ont eu lieu depuis des années que les hommes. Et si l'on parle ensuite des minorités raciales, eh bien, ce qu'on voit en France aujourd'hui, c'est que les classes populaires sont en partie constituées de minorités non blanches, et que, à l'inverse, dans les minorités raciales, eh bien, il y a beaucoup de gens qui appartiennent aux classes populaires. Donc je crois que cette opposition est une opposition qui a une fonction idéologique très importante aujourd'hui, qui vise à dire qu'il y aurait les vrais problèmes d'un côté et les faux problèmes de l'autre, les problèmes économiques ou sociaux d'un côté et les problèmes sociétaux qui seraient simplement des problèmes symboliques. Je crois que c'est tout à fait faux. Cette opposition entre le social et le sociétal, elle a une fonction qui est de nous faire croire que, au fond, il faudrait éviter de parler de tout ça, mais dans le même temps, on nous parle constamment de l'insécurité culturelle, c'est-à-dire on nous parle constamment du symbolique, qui serait ce dont souffrent les classes populaires blanches. Quand vous parlez du libéralisme, d'ailleurs, oui, Alain de Benoît, vous parlez à la fois du libéralisme économique tout à fait, et du libéralisme sociétal. Vous dites que ça relève exactement de la même chose. J'entends et je comprends très bien ce que dit Eric Fassin. J'ai l'impression simplement qu'il va dans l'excès inverse. Bon, il y a une phrase qui me choque beaucoup dans votre livre. Il n'y a rien qui me choque par ailleurs. Quand vous dites les électeurs des partis populistes de droite, ce ne sont pas des victimes dont il faudrait écouter la souffrance. Je veux dire, si quelqu'un disait les femmes sont des victimes dont il ne faut pas écouter la souffrance, les immigrés, les homosexuels sont des victimes dont il ne faut pas écouter la souffrance, ce serait un tollé et à juste titre. Mais ça n'est pas symétrique. Hein, mais ça n'est pas symétrique. Et oui, mais je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour dans cette fameuse France périphérique dont parle Christophe Guilluy, et vous auriez, je pense que si vous l'aviez fait, et qui constituent souvent les gros bataillons des partis populistes. Vous auriez vu que les souffrances dont ils se plaignent et qui leur donnent le sentiment d'être triplement exclus de manière politique, sociale et culturelle s'enracinent sur des réalités très objectivables qui ne se ramènent pas au fantasme et l'illusion d'optique ou à la passion triste. Ce sont quoi ces réalités objectivables ? Le chômage, ce n'est pas un fantasme. L'insécurité, ce n'est pas un fantasme. L'immigration ? L'immigration, ce n'est pas un fantasme, mais c'est encore un sujet qu'il faudrait traiter à part, tellement il est complexe et important. Dans les déterminations du populisme. Je sais bien, mais la baisse ou la stagnation du pouvoir d'achat, ce n'est pas un fantasme. Mais je n'ai rien dit de tel. Non, mais ce sont des sujets que vous n'abordez pas. Hein. Le fait que les revenus du travail décrochent des revenus du capital, ce n'est pas un fantasme non plus. Donc il y a un malheur, il y a une souffrance, il y a des agriculteurs qui se suicident tous les jours. Ce n'est pas de la passion triste ou du fantasme. Eric Fassin, ça veut dire quoi ? Il y a des souffrances auxquelles il faut répondre et d'autres qui sont des souffrances inacceptables parce que du point de vue, je sais pas, de la morale par exemple. Pas du tout. Simplement, je ne considère pas que les votes d'extrême droite soient dictés par la souffrance. Je pense que à ce moment-là, on va dire que tous les fascismes sont justifiés par la souffrance des gens. Non, c'est un choix politique. Il ne s'agit pas du tout de justification. C'est un choix politique. Et je parle effectivement de ressentiment parce que on veut nous faire croire que par exemple, la bataille autour de l'interprétation de l'élection de Trump était très significative. On nous a expliqué que, au fond, c'était les pauvres qui avaient voté pour Trump. Or, c'est faux. C'est faux, puisque on s'aperçoit que les démocrates, certes, ont perdu une part importante de l'électorat populaire, mais quand même, parmi ceux qui gagnent moins de 30 000 $ par an, c'est-à-dire le bas de l'échelle, eh ben, ils ont quand même encore 12 points d'avance. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Il l'aurait sans doute moins perdu si Sanders l'avait apporté. On est bien d'accord. On est tout à fait d'accord. Et donc, je suis tout à fait d'accord pour dire que le Parti démocrate perd petit à petit, et même de manière rapide, son électorat populaire parce qu'il fait une politique néolibérale. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'il ne faudrait pas croire que pour autant les électeurs de classe populaire aient voté pour Trump, en particulier même si on ne prend que les électeurs blancs, eh bien on s'aperçoit qu'il n'y a pas de corrélation entre le vote Trump et les revenus. Donc en fait, c'est pas les revenus, c'est le diplôme. Et ça veut dire autre chose. C'est l'impression que d'autres sont en train de récolter les bénéfices. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est des pauvres. Regardez qui sont les électeurs de Trump. Bien sûr qu'il y a des pauvres aussi. Il y a toujours eu des pauvres de droite, d'extrême droite, etc. Mais l'idée
que lorsque les gens votent à l'extrême droite aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont pauvres, je crois que c'est tout à fait faux. Et entre autres, ça marque, à mon sens, un mépris collectif pour tous ceux qui, en étant pauvres, résistent à la tentation du fascisme. Il nous reste à peine 5 minutes, Alain de Benoît et Éric Fassin. Il y a une question que je voudrais quand même aborder pour terminer cette émission, qui serait en gros ce que le populisme fait à la démocratie. Vous citez l'un et l'autre dans votre livre Ernesto Laclau, qui a, avec Chantal Mouffe, justement beaucoup réfléchi à ces questions. Et Ernesto Laclau qui disait ceci: sans une certaine dose de populisme, la démocratie est aujourd'hui inconcevable. Est-ce que cette montée du populisme que vous constatez l'un et l'autre vous semble être plutôt une bonne nouvelle pour la démocratie parce qu'elle peut la régénérer, ou bien c'est une forme de danger? C'est évidemment une question très importante, mais quand même un mot. Alors un mot sur juste, très rapidement sur ce que disait Éric Fassin. Je crois que le cas Trump, encore une fois, c'est le cas limite, parce que pour le Brexit, vous savez bien que ceux qui étaient majoritairement partisans du Brexit étaient les circonscriptions ouvrières. Et alors le ressentiment, parce qu'on n'a pas parlé du ressentiment, je pense que c'est important. C'est un peu votre explication. Le ressentiment. Alors, dans ressentiment, il y a ressenti. Et je veux pas jouer les Jacques Lacan, mais votre raisonnement, c'est le ressentiment. C'est-à-dire vous avez bien remarqué le trait d'union sur la couverture du livre. C'est le ressentiment comme mensonge. Or, la rancœur, cette rancœur dont vous dites qu'elle ne peut pas se transformer en révolte, elle s'appuie quand même sur des causes objectivables. Et puis quand on parle du ressentiment, il faudrait aussi évoquer le ressentiment formidable des élites à l'encontre du peuple. Lorsque Daniel Cohn-Bendit s'écrit « Le peuple, il y en a marre » au lendemain du Brexit, il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Par conséquent, le ressentiment, c'est la chose du monde mais ce ne sont pas les élites, la mieux ce partagée. Sont des membres de l'élite. Et je crois qu'il y a là-dessus une sorte de sociologisme, si je peux le dire en tant que sociologue, qui revient à confondre certains éléments des classes populaires avec le peuple et certains des éléments des élites avec les élites. Je crois que c'est précisément contre cela que mettent en garde Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, c'est-à-dire cette conception sociologique de la politique qui ferait croire que les classes votent comme un seul homme. Ça n'est pas le cas. Et ce que ça veut dire, c'est qu'à l'intérieur d'une même classe, c'est-à-dire parmi des gens qui ont le même statut social, eh bien, il y en a qui vont faire des choix différents. Et c'est cela qui, me semble-t-il, est le moyen de respecter les classes populaires, c'est de considérer que ce ne sont pas des sujets qui subissent entièrement et qui finissent par traduire politiquement ce qu'ils ont subi. Ce sont aussi des acteurs politiques, pour certains qui vont nous être sympathiques et pour d'autres antipathiques, comme dans les élites, comme chez les profs, comme chez les philosophes, comme chez les journalistes. Et ce serait ça, faire du bon populisme pour vous, Éric Fassin? Je ne sais pas s'il y a du bon populisme, et j'en doute, mais en revanche, je trouverais très important qu'on se tourne vers les classes populaires. Mais simplement, ça ne s'appelle pas du populisme. Le populisme, c'est de prétendre qu'on incarne le peuple. Et ça, c'est quand même en général une manière d'instrumentaliser la figure du peuple sans servir les classes populaires. Et Trump sera l'illustration parfaite de ce sophisme. Alors, vous n'avez pas de la démocratie, c'est effectivement un sujet essentiel. Bon, ça mériterait une émission supplémentaire. On va aller très vite parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Il est évident que le populisme traduit un dysfonctionnement de la démocratie libérale, parlementaire et représentative. C'est tout le problème de la crise de la représentation. Les gens ont l'impression de ne plus être représentés. C'est la raison pour laquelle ils en tiennent pour des formes de démocratie plus directe, référendaire ou participative. Mais surtout, et au-delà de cela, on n'a pas beaucoup parlé de la démocratie. La démocratie, quelle que soit la façon dont on la prend, c'est quand même le peuple, la souveraineté populaire, le peuple comme détenteur de la légitimité du pouvoir et le peuple comme pouvoir constituant. Sauf que quand il s'en remet à des leaders populistes, ce sont en général des leaders autoritaires. Dans certains cas, pas nécessairement, car personnellement, je suis de ceux, je suis un vieux communaliste proudhonien, je suis de ceux qui croient que le peuple peut se gouverner lui-même, donc sans leader charismatique. Mais la question du peuple à décider par lui-même de ce qu'il concerne, la capacité du peuple à trancher sur les conditions de sa propre reproduction sociale et de détenir la souveraineté en République, c'est quand même cela qui tranche, que l'on envisage le peuple comme ethnos, comme démos ou comme plebs. Voilà, alors
populisme fait-il du bien ou pas à la démocratie? Ça pourrait être l'objet d'une prochaine question et d'un prochain débat avec vous, avec d'autres invités. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Alain de Benoît, je rappelle, Le Moment populiste, droite-gauche, c'est fini aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Éric Fassin, ça sort le 1er mars aux éditions Textuelles. Populisme, le grand ressentiment. Je dois vous dire que ce tiré, je l'avais pas compris moi tout de suite. Donc voilà, vous m'avez éclairci sur. Ce n'est pas mon choix. Non mais c'est un choix assez subtil, je trouve. Merci en tout cas à vous deux, merci à toute l'équipe du Grain.